19h21 sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. C'est un peu de l'histoire d'Europe 1 qui s'en est allée avec la disparition de Jean-Pierre Elkabbach hier soir à 86 ans. Un style inimitable, une carrière de plus de 50 ans. Nous nous devions de lui rendre hommage aussi dans Europe 1 Soir, d'autant qu'à titre personnel, il a été mon collègue de travail, mais aussi mon patron et un intervieweur pour lequel on ne peut avoir que de l'admiration. Justement, nous sommes en ligne avec Philippe. Bonsoir Philippe, vous vouliez témoigner ? Bonsoir Hélène Zenani. Oui, absolument, parce que je connaissais bien évidemment pas personnellement Monsieur Elkabbach, mais je dirais que moi je suis un très fidèle auditeur d'Europe 1. Ces interviews, je les écoutais. J'ai des anecdotes. Je me rappelle d'une interview qui avait été faite de manière entre guillemets dans un lieu secret. Alors je me rappelle plus avec quelle personne il était. C'était à l'étranger. Jean-Luc Delarue à l'époque qui était l'animateur de la matinale. Et Jean-Luc Delarue avait dit où était Jean-Pierre Elkabbach. Et je me rappelle que Jean-Pierre Elkabbach avait une réaction. Il n'avait pas râlé à l'antenne. On sentait que ça l'avait quand même beaucoup agacé. Enfin, c'est des souvenirs comme ça qui me restent. Il avait une voix aussi qui était agréable à écouter. C'était des journalistes, alors c'était des journalistes entre guillemets de l'époque, où de quel côté entre guillemets ils penchaient politiquement. Et ça c'était plutôt agréable. Maintenant on dit... On a un petit peu de soucis de ligne avec vous. En tout cas, on a bien compris le sens de votre témoignage. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Philippe. Je voudrais qu'on réécoute quelques-unes des phrases qui sont passées à la postérité dans l'ordre face à Marine Le Pen, Fleur Pellerin, Bruno Le Maire et André Valigny. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte? Pardon? Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Vous n'avez pas de regrets? Non mais vous, de quoi me parlez-vous, monsieur Elkabbach? Vous n'étiez pas Je vous reconnais bien là, dans la provocation. Il paraît que maintenant vous lisez. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai jamais cessé de lire Jean-Pierre Elkabbach. Les fiches et les dossiers techniques. Ne laissons pas le monopole du renouvellement politique à la gauche. Pourquoi ça ne fonctionne pas alors avec vous? Et qu'est-ce qui vous dit, Jean-Pierre Elkabbach? Qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas fonctionner? Vous connaissez déjà le résultat de dimanche. Bonjour. Bonjour. Quelle couleur vous préférez pour le mur? Pour le mur, quel mur? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Bonsoir Catherine Ney. Bonsoir Hélène. Merci de votre présence dans Europe 1 Soir. Je sais que vous êtes très sollicitée. Ce soir, on a déjà beaucoup dit du journaliste talentueux qu'il était. Ce qui m'intéresse avec vous, c'est de parler de l'homme avant tout. Alors, ces sorties qu'on vient d'entendre, qui sont restées célèbres, il les avait longuement réfléchies. Il en était plutôt fier ou il jouait les modestes? Mais quand il jouait les modestes, c'est qu'il était au fond assez content de lui. Mais ça cachait aussi, c'était un homme intranquille, parce qu'il était toujours, alors je crois qu'il a fait du travail la vertu capitale de sa vie, travaillait tout le temps, il voulait être le meilleur, et il était entendu que dans son idée que l'interview de M. Elkabbach sur Europe 1 le matin devait être l'événement majeur pour tous les politiques. Ça, il l'a concevait comme ça, et donc il cherchait toujours le bon invité. Et ça veut dire qu'il passait du temps au téléphone. Il impressionnait tout le monde parce qu'il a interviewé la terre entière. Vous diriez que c'était quoi son carburant, Catherine? Son carburant, c'était se faire en nom, sûrement, être le meilleur dans la discipline qu'il avait choisie. Il ne lâchait jamais prise et c'était un modèle parce que lui, quand on lui disait vous prenez des vacances, vous lâchez prise, il disait mais comment moi je travaille, il ne lâchait jamais prise. Mais il justement, était toujours au courant de tout, voilà. Justement, à propos de ne pas lâcher prise, à propos de performance, c'était quelqu'un qui était très sportif, il était végétarien, c'était un ascète, beaucoup de sport, et son apparence physique comptait beaucoup pour lui. Non, mais il savait très bien que pour conserver son énergie, il fallait faire du sport. Ce que j'admirais, c'est qu'alors qu'il s'était levé tôt, qu'il s'était souvent couché tard, qu'il avait préparé son interview, et après il allait faire dans la salle de gymnastique, mais il me disait mais moi ce matin j'ai fait 1500 abdominaux. Alors je lui dis mais écoute, tu comptes en anciens francs ou quoi, tu vois, enfin, il exagérait toujours, mais il avait cette discipline quotidienne. Et sur sa nourriture, quand il était dans un restaurant, il regardait la carte, il demandait toujours quelque chose qui n'était pas sur la carte, vous voyez. Donc il se faisait toujours faire quelque chose, il voulait un plat mais vous ferez ça mais sans ajouter ça ou ça en autant. Il voulait toujours autre chose. Alors, je ne dis pas que dans un restaurant pour l'instant, il demandait une choucroute, mais c'était presque toujours des exigences qui faisaient que il était M. Elkabbach. Alors, c'était aussi agaçant. C'était lui, quoi.
Vous le considériez comment, Catherine? Un ami, un collègue? Moi, je disais que c'était à la fois quelqu'un que j'admirais, c'était un ami, oui, mais pas au sens où on pouvait pas avoir de small talk avec lui, un moment où on a un creux, on appelle pour bavarder, pour quelque chose de plus léger, vous voyez, et la relation un peu plus où il se laissait aller, un peu plus dans la confidence, dire des choses sur lui-même. Moi, je l'ai eu à de très rares occasions, et c'était quand on partait faire une interview à l'étranger. Par exemple, je l'ai accompagné 2 fois pour interviewer le président Bouteflika. Et là, c'était toujours très agréable parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble. Et là, il était drôle, chaleureux. Je découvrais un autre Jean-Pierre. La même chose quand on était allé à interviewer le président Omar Bongo au Gabon, et qui était lui qui connaissait toute la classe politique et qui en parlait de manière tout à fait pleine d'humour et de science. Hein. Ça c'est sûr. C'était un personnage lui aussi tout à fait hors norme. Alors là, c'était des moments je peux dire où on arrivait à créer une proximité d'âme, voilà. Mais dès qu'il était revenu à Paris, tout ça, c'était rideau. On reprenait des rapports tout à fait amicaux, mais Professionnel. Professionnels, voilà. Est-ce qu'il vous avait parlé de son rapport à la maladie, à la retraite et même à la mort, parce que c'était sa hantise? Ah, mais c'était senti la maladie, là, quelquefois, quand on apprenait qu'un ami avait eu un accident, un accident grave ou une maladie grave, ça, et il était terrorisé par ça, la maladie. Et puis il était quand même sujet à des crises d'asthme qui faisaient qu'il avait souvent des angines, des rhumes. D'ailleurs, il disait qu'il ne pouvait pas lire Proust parce que Proust est asthmatique et que lire Proust lui donnait des crises d'asthme. Et voilà. Et il avait un jardin, il habitait un rez-de-chaussée avec un jardin, mais il n'ouvrait jamais les volets parce que toujours à cause du pollen. Et donc c'était son point faible, la gorge, vous voyez. Et d'ailleurs, dès qu'il avait un souci, sa voix s'enrouait. Et oui, parce que la voix, c'était son outil de travail quand même. C'était son outil de travail, et quand il avait une contrariété, tout d'un coup, la voix, il avait un problème de voix. La mort, il y pensait parce que les années passent et on y pense aussi, voilà. Les derniers temps, il refusait que ses amis viennent lui rendre visite. Il ne voulait plus, puis il était trop affaibli. Ouais. Vous n'avez pas pu lui dire au revoir? Non, je ne lui ai pas dit au revoir, non. Vous le regrettez? Je le regrettais, mais parce que je ne pensais pas que la fin serait si prochaine. Moi, je pensais toujours qu'il allait un peu se reconstituer et qu'on pourrait venir le voir ou lui envoyer. Voilà. Alors, si vous pouviez lui dire au revoir, vous diriez quoi? Je lui dirais merci pour tout, parce que tu as été un modèle, tu avais cette gourmandise communicative de l'actualité, mais c'était pas seulement la politique, c'est-à-dire que tout l'intéressait, je veux dire les découvertes scientifiques, les grands intellectuels, les historiens, je veux dire, il était comme Madame de Maintenon, il ne mettait pas de bornes à ses désirs, et donc cet appétit des choses, moi m'émerveillait, quoi. Je me disais, mais que d'énergie, quoi. Il avait voué, quand je dis qu'il a fait du travail et de la recherche de la perfection, son style de vie, et voilà, il s'y est tenu jusqu'au bout. Un immense merci, Catherine Ney, d'avoir été notre invitée dans Europe 1 Soir. Au revoir, Hélène, au revoir. Au revoir, et on va conclure avec ces quelques mots de Jean-Pierre Elkabbach. Il répondait à Guy Berenbaum sur Europe 1 en février 2013. Est-ce qu'un Jean-Pierre Elkabbach, ça s'arrête un jour? À la mort. La longévité
pourquoi le critiquer si on a, il me semble, la jeunesse d'esprit, la curiosité, la combativité, même que beaucoup de jeunes n'ont pas ou non plus, pour faire le métier. Et puis je déciderai bien d'arrêter le moment venu, quand je sentirai moi que le moment est venu. Mais je repense tardivement à ce que disait le général de Gaulle dans une conférence de presse, tout modestement. Il dit « Rassurez-vous, je finirai bien par mourir ». Et j'ajoute, je ne suis pas pressé. Jean-Pierre Elkabbach, voilà, hommage à celui qui était l'un des grands noms de